Bonjour à tous, nous sommes le groupe 9. Nous avons travaillé dans le cadre de notre projet de grand paysage sur le territoire du score de Blaye. Après avoir appréhendé le territoire, nous nous sommes intéressés au site industriel de l'estuaire. Le monde marquant du paysage est plus particulièrement à celui de Blaye. Blaye est au cours de notre territoire, entre marais et coteaux. La ville se distingue par sa citadelle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Véro de l'estuaire, qui fait affluer le touriste chaque année, elle est néanmoins juxtaposée aux portes industrielles de la ville. Faisant partie des 7 terminus portes autonomes de Bordeaux, Blaye est spécialisée dans le céréal et fait partie d'un système historien. Au cours de notre analyse, nous avons donc étudié et visité les sites industriels au bord de la Gironde que se distinguent par la rupture forte qu'ils marquent dans les paysages. On a regroupé donc ces sites en différentes typologies. Tout d'abord, les minoteries, ces anciens moulins transformant blé en farine qu'aujourd'hui ont été remis en valeur, comme dans les cas des montagnes, où on a une conservation parfaite du squelette et des armatures des silos. En effet, ces espaces transformés en brocante et en espaces de coworking, ce sont devenus des lieux culturels très intéressants pour les locaux et pour les visiteurs. Ensuite, tous les autres industries qu'on a analysées, ce sont plus récentes, ont vu les jours seulement après la révolution industrielle et ils sont encore en activité. On parle notamment des raffineries, de la centrale de Blaye et des ports, qui se situent à des endroits clés dans l'estuaire, comme les Verdonnes, Blaye ou les Bec d'Ambès. Et dans ces lieux qui vraiment s'imposent dans les paysages dégagés de l'estuaire et de ses marais, on a trouvé une certaine beauté, quand même un intérêt d'un point de vue historique et des patrimoines. Et c'est pour ça que nous nous sommes intéressés à ces lieux, parce que vraiment, par contre, ils restent bloqués par leur activité, ils sont interdits et inaccessibles, et les vues ne sont pas du tout mises en valeur. Et donc le port de Blaye ne fait pas exception à ce constat, puisque se situant entre l'estuaire et les coteaux, en fait, son accès bloque complètement le passage à l'estuaire. Donc de ce fait, on a pris plusieurs photographies qui nous permettent de nous rendre compte un peu de la position un peu du port industriel. Donc là, c'est une vue depuis la citadelle. Au premier plan, on a les vignes avec ensuite le saugeron, et alors cette rangée de voitures qui bouge complètement l'espace avec ensuite les platanes, donc qui bouchent la vue sur le site industriel. Hop. On a cette vue-là donc depuis le parc public, le jardin public, donc avec les jeux pour enfants qui sont directement juxtaposés à cette zone industrielle, donc qui est mi-cachée, mi-visible, avec pas vraiment de vue non plus sur l'estuaire. Et puis enfin cette dernière photographie, donc là qui est visible depuis les habitations, donc des coteaux, on a cette vue très dégagée sur les silos et sur l'estuaire donc de la Gironde. Donc on voit bien que Blaye est marqué par plusieurs fractures qui forment son identité. Donc c'est plusieurs identités différentes qui fonctionnent ensemble. En revanche, ces limites très matérielles, elles peuvent être nuancées par des limites qui sont immatérielles et qu'on ne voit pas. En effet, on se rend compte que le périmètre, donc la zone tampon du site inscrit à l'UNESCO, vient aux frontières du site industriel, donc qui est juste ici et que l'on voit là-haut. Donc on peut déjà remettre en question cette idée de fracture visible par des limites invisibles. De plus, on a aussi un site donc, qui est en frange d'estuaire et qui est soumis à des risques d'inondation très importants, ce qui nous permet de déduire qu'il y a un ensemble d'aménagements qui relie ces différentes entités et qui vient servir à protéger cet espace. C'est à partir de cette évocation de différents enjeux que nous avons pu venir à la conclusion d'un plan de programmation qui viserait à recréer une unité dans la ville de Blaye et donc notamment sur sa frange littorale, donc en utilisant ces différentes entités sans en perdre le caractère, mais en valorisant l'ensemble et donc le raccorder aussi au site industriel qui est souvent dévalorisé. Donc pour cela, nous vous proposons un plan de programmation qui est établi en différentes fiches actions
Cela va d'abord se traduire par une ouverture et un agrandissement du parc public, qui est vraiment l'élément central de notre proposition. Le but serait de l'ouvrir et de l'agrandir jusqu'au glacis, mais également au sud, pour le raccorder aux friches industrielles qui commencent à apparaître sur le site. Cela permettrait de créer une première unité, un premier élément liant entre le site industriel, la citadelle, la ville et l'estuaire. Toujours dans l'idée de créer une dynamique d'unité, on souhaiterait aussi proposer une suppression de certaines parties des balustrades du parc afin de l'ouvrir à la ville et donc de connecter la ville et son estuaire pour éviter d'avoir cette sensation d'espace clos qui fracture vraiment les différents endroits. De plus, nous éloignerions également les places de parking du côté de la frange de la ville, toujours dans cette idée de supprimer la sensation d'un espace clos et de proposer une nouvelle ouverture. Donc, par l'agrandissement du parc public, cela entraînerait aussi une modification des voiries. Donc, notamment le déclassement du début de l'allée Marine, donc qui se trouve jusqu'ici, donc qui viendrait aussi modifier la route d'accès au bac, qui se ferait désormais par la rue Émile Giraud, donc qui serait agrandie pour pouvoir stationner les voitures lors des attentes pendulaires. Et donc cela se manifesterait aussi par le déplacement de la voie de l'arrêt du bus, donc, qui était avant juste ici au jardin public et qu'on remonterait là-haut juste en face de la mairie. Alors ensuite on a aussi décidé, enfin on vous propose plutôt de réexploiter et de réallonger la promenade qui est faite à partir du chemin de fer. Donc on le souhaiterait en fait fil conducteur du projet, puisque c'est vraiment un symbole très fort de ces déplacements et de cette ancienne activité industrielle. Et donc ce qu'on proposerait aussi, c'est de par exemple marquer l'entrée du bac, plutôt que d'avoir des panneaux d'affichage, d'avoir une sorte de belvédère qui viendrait sublimer la vue qu'on a sur l'estuaire et la zone industrielle. Ce chemin de fer pourrait également s'étendre jusqu'au cours Bacalan. Nous avons remarqué un problème principal, c'est le fait que les voitures roulent très vite et cela peut être dangereux pour les piétons. Donc notre idée serait de recréer une promenade qui soit plus paysagère et agréable avec toujours des signes de l'industrie. Cette voie serait à sens unique en se dirigeant vers la citadelle et bien sûr il y aurait toujours la place pour les camions. Pourquoi nous voulons réaménager cette route? C'est car elle se situe proche des accès et des points de vue de la zone industrielle qui est donc notre point d'intérêt. L'objectif serait à terme de récupérer un foncier au niveau des silos pour créer de nouveaux points de vue justement sur le site industriel et potentiellement recréer un espace culturel, de loisirs et pourquoi pas un parc dans l'avenir. Toujours dans cette idée de mettre en avant le patrimoine industriel, nous allons réexploiter un point de vue de la citadelle juste ici dont on a déjà parlé. Il est déjà présent et on voit déjà la zone industrielle, mais l'objectif serait de tailler légèrement quelques arbres pour faire une percée et ainsi avoir une vue sur ce patrimoine. Donc le projet que nous proposons avec ce plan de programmation sont différentes actions qui pourraient agir toujours dans l'essence de Blaye et en mettant en avant le patrimoine industriel. Cela pourrait se faire sur différentes temporalités, donc ce sont des aménagements liés mais qui peuvent être faits à différents moments. Et l'objectif serait à l'avenir que ça soit un schéma pour d'autres sites industriels comme ceux qu'on a présentés dans l'estuaire. Merci pour votre écoute. Alors, du coup, suite à notre étude sur les territoires du Blayais et sur ces 4 entités paysagères, l'une d'entre elles a attiré notre attention, c'est donc le Marais. Donc, elle a attiré notre attention par sa diversité paysagère, avec notamment sa relation avec l'eau qui est omniprésente sur le territoire, et par sa diversité écologique, donc propre au milieu humide, et notamment avec la présence d'espèces en voie de disparition, comme par exemple le vison d'Europe ou la loutre.
Malheureusement, ces diversités, elles sont menacées par des changements qui ont différentes causes, dont la déprise agricole qui entraîne un refermement des milieux, mais aussi par la présence d'espèces exogènes au territoire. Donc ces espèces, on les appelle les espèces exotiques envahissantes, et c'est tout d'abord l'écrevisse de Louisiane qui a attiré notre attention, puisqu'on a pu l'observer directement lors de nos premières visites sur le territoire. On s'est ensuite intéressé aux espèces exogènes en général, en se demandant s'il était possible de changer notre vision en les voyant plus comme un atout et non comme une contrainte à éradiquer. C'est pour ça que dès à présent, on va les nommer les espèces compagnes pour montrer qu'on veut cohabiter avec elles et non lutter contre. Nous portons ainsi notre regard sur celles-ci, qui sont pointées du doigt par les différents acteurs du Marais comme un problème insoluble. Nous nous demandons donc lesquelles sont présentes, lesquelles sont problématiques et dans quel contexte, et quels impacts elles ont sur le paysage du Marais et sur sa biodiversité. Donc notre territoire, c'est celui du Marais de Brault-Saint-Louis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un territoire qui a toujours été très dynamique. Il s'est construit d'abord tout seul, il a fait ses propres bassins versants, ses propres rivières, ses propres plaines. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que l'homme s'est vraiment imposé sur ce territoire en faisant ce qu'on appelle la poldérisation. Et il a donc créé des digues, des canaux pour pouvoir utiliser ce marais à sa volonté. Bien après cela, avant le remembrement, donc on peut voir que le Marais il est constitué de plusieurs petites parcelles agricoles sur la partie basse du Marais, et sur la partie haute du Marais, sur la partie basse, il y a surtout de la polyculture, donc ce qui est à la fois du jonc et à la fois l'élevage de vaches laitières. Aussi sur le Marais avant le remembrement, il y a beaucoup d'espèces sauvages qui nagent dans les canaux, comme par exemple le brochet ou les lamproies, et les habitants qui habitent directement sur les marais dans les métairies les utilisent. Après le remembrement, il y a de beaucoup plus grandes parcelles agricoles pour la culture, surtout du maïs. Il reste encore aujourd'hui quelques prairies pour l'élevage, mais cette fois-ci de l'élevage bovin pour la viande. Et il y a une pratique de chasse, du coup, avec toutes ces tonnes de chasse ici. Voilà. Donc ce paysage des marais est influencé par trois acteurs humains. Donc on a les chasseurs à la tonne, les éleveurs, mais également les céréaliers, qui participent à la diversité des paysages du Marais et contribuent un peu en quelque sorte à une diversité écologique de celui-ci. Donc chacun d'entre eux il porte un peu un regard plus ou moins critique à l'égard de ces espèces et effectue un entretien selon leurs besoins et selon leur planning sur leur parcelle. Donc il y a différents types de modes de gestion par rapport à ces acteurs. Donc, le céréalier, lui, il doit avoir, à l'heure actuelle, il a des parcelles assez propres et avec des fossés entretenus pour avoir une gestion un peu maximale de sa parcelle. Donc, concernant l'entretien, il détruit complètement ces espèces exotiques par fauchage. L'éleveur, donc lui, il utilise son troupeau de vaches limousines. Donc, par sélection, ces vaches, elles vont manger les jeunes pousses de Baccharis, donc elles sont enrichissantes par rapport à leurs nutriments. Mais elles vont délaisser un peu le Bacchari un peu plus grand, qui formera à la suite un buisson assez dense et pourra potentiellement servir un peu d'ombrage pour ces bovins. Et pour le chasseur, donc situé dans le bas marais, lui, il l'utilisera plutôt et accueillera ces différentes espèces compagnes pour soit créer des haies, des occultants un peu naturels, qui feront le tour de sa parcelle, ou un peu en forme libre sur sa tonne. Donc les diagrammes qui sont plus bas, ils nous montrent un peu quelle période les espèces se développent et comment sont réparties les activités dans le Marais par rapport à ces trois acteurs. Donc on voit une petite période en hiver où c'est une période morte, où la végétation stagne. Concernant les acteurs, on voit quand même que le chasseur utilise cette période un peu hivernale pour pour effectuer la chasse au canard. Et un peu une période plus active au mois d'août, estivale,
où la végétation reprend son cours et donc un entretien assez régulier de ces espèces compagnes. Donc, comme l'a dit Martin, les espèces compagnes, les espèces envahissantes, elles sont souvent vues comme un ennemi à éliminer, mais du coup, dans certains cas, on peut voir qu'elle est quand même utile. Un des exemples qu'il y a actuellement sur le Marais, donc c'est le jonc éparse qui est très très présent et qui se développe très rapidement. Et lui, pourtant, il était très utilisé, il est un peu moins aujourd'hui, par exemple la coopérative de jonc qui se trouve à Bro-Saint-Louis, qui le récolte et qui la vend à des vignerons également plus nord dans le nord de la France. Merci. Oui. Du coup, comme nous a expliqué Laure, en fait, c'est une question en fait, de point de vue qu'on adopte du coup sur les espèces compagnes. Et en fait, on comprend que elles peuvent enrichir du coup les savoir-faire locaux. Mais malheureusement, cette recherche de débouchés, de potentialités est contrainte par les politiques de Natura 2000 qui sont du coup qui visent en fait à éradiquer ces espèces compagnes, notamment en fait du coup avec des utilisations d'outils mécanisés parfois. Ici, par exemple, on voit en fait qu'il y a une faucheuse. On fauche les espèces envahissantes, quitte à déstabiliser les milieux écologiques et à perturber des animaux fragiles comme le vison d'Europe. Pour le futur du Marais, nos propositions ont différents objectifs. Donc déjà, respecter les temps biologiques et agricoles, réactiver une diversité écologique, paysagère et d'usage, faire cohabiter et se rencontrer les êtres vivants du Marais, laisser plus de place aux vivants et favoriser le retour d'un élevage vertueux. Donc une de nos premières propositions, ça serait donc le ragondin est très présent sur les canaux du Marais. Ils aiment beaucoup les côtés abrupts et anthroposés de ces canaux. Et donc nous, ça serait plutôt de laisser les marais un peu s'effondrer et devenir plus plats, pour comme ça ils évitent de créer des renards hydrauliques et qui viennent se poser sur les hauts des berges. Et en plus de ça, on fera en sorte qu'on puisse créer des flots qui sont même peuplés de baccharis, donc faux cotonniers, et quand même qu'on pourrait les laisser pousser, qu'il y aurait quand même du jardinage sur ces esclos. Il faut conclure, et bien conclu. Et dans un second temps, du coup, on mettra en place une stratégie foncière pour indemniser les éleveurs qui pourraient perdre des parcelles productives en laissant plus de place aux vivants. Du coup, en fait, avec une alliance, un mutualisme de vaches Highland et de chèvres, on pourrait défricher des parcelles du coup, qui sont aujourd'hui en friche. Et du coup, à la suite de cette réouverture de milieu, on pourrait revenir repâturer avec des vaches limousines du Marais. Et on conclut. Et la conclusion. Du coup, on comprend qu'en fait, que c'est une question de point de vue à adopter sur la gestion de ces espèces envahissantes. Mais si on arrive à devenir compagne avec ces espèces, elle pourrait nous permettre de relever les futurs défis à venir, notamment avec les changements climatiques et la montée des eaux qui pourraient aussi perturber les équilibres dans le Marais. Merci. Bonjour messieurs. Avec mon groupe, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter le résultat de notre démarche autour de ce territoire à travers le cours d'eau de la Livenne. D'abord, je vais vous présenter un petit peu l'exploration qu'on a pu faire et la réflexion que nous avons menée. On a découvert en fait à travers le territoire plusieurs formes de paysages, des différentes formes paysagères à travers la forêt, le vignoble, les marais, les bourgs,
Et on s'est demandé en fait comment s'articulaient toutes ces formes. Et on en est venu à la conclusion que en fait, le cours d'eau était un élément liant dans ce paysage, et que donc on allait se consacrer à ce cours d'eau pour lire ce territoire. La Livenne est un cours d'eau particulièrement important dans le territoire, puisqu'elle le traverse d'est en ouest, et qu'elle a une forte influence sur toutes ces formes paysagères. Elle a également un bassin versant qu'on voit plutôt étendu, ici en bleu. Et à travers ça, donc, elle influence le paysage global du Scott. Elle est à cheval sur plusieurs communautés de communes, et notamment hors du Scott. Et donc, on a, pour éviter de trop se perdre, on a choisi de séparer la Livenne en 4 sections, en se concentrant sur la seconde, sur laquelle on fait notre sujet d'étude. On a choisi cette séquence-là en particulier puisqu'elle permet d'aborder, on va dire, une épaisseur intéressante, et elle parle aussi de diversité des paysages. Donc on va vous présenter maintenant ces deux fonctions. Donc avant tout, nous avons fait des analyses, notamment topographiques, du territoire, et en zoomant sur la partie de la Livenne. Donc nous avons fait une analyse topographique qui a été zoomée sur la Livenne. Donc en blanc, si tu peux zoomer, nous voyons les parties d'inondation que nous avons repérées, qui correspondent à des parties du lit majeur. Donc le lit majeur est la zone basse, qui est ainsi inondable. Donc une inondation se caractérise lorsque le cours d'eau sort de son lit mineur et déborde dans son lit moyen, qui est constitué de la ripisylve, voire dans le lit majeur, qui a donc une grande place, qui prend une grande place sur le territoire. Donc suite à nos arpentages, on a réalisé un arpentage du coup tout le long de cette séquence de la Livenne. On a suite à cela réalisé la délimitation d'une épaisseur paysagère de la Livenne. Cette épaisseur du coup elle correspond à sa topographie, ses ambiances paysagères, ses essences, ses formes qui sont insufflées et dictées par le cours d'eau. Et c'est par ces impressions et ces ressentis qu'on a du coup délimité cette épaisseur paysagère. À travers cette épaisseur paysagère, on a réalisé quelques descriptions paysagères sensibles pour mieux concevoir et voir le paysage, notamment à travers certaines coupes paysagères, voilà, qui permettent de se rendre compte de son épaisseur et de ses différentes compositions. Excusez-moi. Du coup, suite à cela, on va poursuivre sur les dynamiques paysagères qu'on a pu observer suite à cet arpentage et grâce à l'épaisseur paysagère de la Livenne qu'on a analysée. Donc, pour continuer, nous avons repéré, grâce à une analyse des photographies aériennes de 1950 en comparaison avec celle de nos jours, qu'il y avait une dynamique paysagère qui s'était créée. Ainsi, on voit qu'en 1950, nous avons un paysage qui est très ouvert, constitué de bosquets avec une ripisylve. Et de nos jours, nous avons un paysage qui est relativement forestier. Donc il y a eu une évolution de prairies humides vers un paysage forestier. Donc, on peut voir que la ripisylve, elle disparaît dans tout le boisement du paysage, et ce qui crée que les vues se referment et que la Livenne devient également plus difficile d'accès. Donc, on va vous présenter notre projet désormais. D'après justement cet enforestement qui a fini par enfermer la Livenne dans ses propres paysages, ce qui ne permet pas de constater tout au long du territoire qu'on se retrouve dans le même cours d'eau. Ce qu'on a voulu faire, c'est donner à voir en fait les paysages de la Livenne pour la faire exister.
Et donc, on n'a pas voulu justement supprimer ces limites qui lui donnent un caractère assez intimiste et donc chaleureux, mais on a voulu inviter en fait à aller au-delà des limites, à traverser. C'est pour cela qu'on a décidé d'élaborer donc des boucles de sentiers qui seront localisées en fait aux endroits des inondations. J'ai qu'un bras malheureusement. Aux endroits des inondations qui en fait sont des lieux qui peuvent aborder justement la gestion et donc ce qui nous permettrait d'avoir un paysage en fait qui à la fois permet d'avoir une gestion durable et aussi des aménagements paysagers. Donc afin de détailler une boucle en particulier, on a établi des principes et des logiques d'aménagement qui en fait nous permettent de décliner ensuite cet exemple à l'ensemble de notre séquence. Les logiques sont de pouvoir justement donner à voir la Liven, comme on a dit, mais également de créer en fait, également de intensifier les visites autour de la Liven, aussi de mettre en réseau justement les sites d'intérêt qui sont présents tout au long de la Liven et de son épaisseur, pour ensuite, tu peux remonter encore s'il te plaît. Donc de mettre en réseau ces sites d'intérêt et également de créer une offre d'aménagement de sites paysagers. Et donc, dans les principes, on a l'adaptabilité qui permet de se baser sur les réseaux de cheminement existants. Également, le pourparler, donc on ne veut pas rentrer en conflit et être précautionneux, donc créer des aménagements efficaces. Oui, nous voulions que la boucle se fonde dans la nature. Notre intention est donc de concevoir et de faire tous les aménagements de manière douce et humble. Nous utilisons le jardin simple naïf comme porte d'entrée qui a une sorte de suggestivité. Derrière le petit jardin se trouvent des bosquets profonds et sauvages, donnant aux gens une imagination infinie sur le paysage. C'est là que les gens entrent dans la boucle. Tout au long du parcours, nous considérons les contextes paysagers et nous avons utilisé différents aménagements adaptés pour permettre aux gens de mieux observer le paysage et de se concentrer sur leurs sentiments. Dans certains endroits, nous installons de belvédères pour montrer l'ensemble du paysage. Et dans les endroits qui ont une végétation dense ou sont très humides, on propose des passerelles et des pontons de marche. Cela nous permet également d'acquérir une perspective différente sur l'expérience. Donc de cette manière, on peut concilier justement la gestion et l'aménagement paysager qu'on pourra décliner à l'ensemble de la séquence. Et en fait, la Liven a une certaine beauté qui doit être vue par l'ensemble du paysage. Donc ça sera un élément de base pour le reste du paysage. Nous avons dû arpenter la Liven rigoureusement, mais nous proposons aux gens de pouvoir l'aborder dans une balade contemplative. Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui notre projet de paysage intitulé « Entre marais et plateaux forestiers, les paysages de l'énergie ». Du coup, nous, on a commencé notre travail en arpentant le paysage et on a décidé de réaliser une maquette paysagère qui nous a permis du coup de visualiser entièrement le territoire. Et à travers cette maquette, on a pu se rendre compte que les éléments qui nous frappaient, qui nous interpellaient le plus, c'était les structures énergétiques qui étaient disposées tout le long du territoire, notamment avec tout d'abord la centrale nucléaire, mais également avec toutes les lignes à haute tension qui traversent l'entièreté du territoire. Et pour finir, nous avons également aussi des centres solaires au sol. Du coup, nous, on a décidé de travailler en deux parties. Dans un premier temps, nous allons faire l'état des lieux des paysages de l'énergie sur le territoire de la Haute-Gironde. Et puis, dans un second temps, nous allons répondre à la question de quel paysage de l'énergie pour demain. Du coup, la Haute-Gironde, c'est un modèle énergétique mixte entre l'énergie électrique, l'énergie pétrolière et le bois énergie. Les structures énergétiques qui ont été implantées, elles ont un impact sur le paysage. Alors il y a des impacts directs, notamment visuels, avec l'implantation de structures
énergétiques telles que les lignes haute tension, la centrale nucléaire ou les centres solaires. Mais on a aussi également des impacts indirects avec la multiplication, par exemple, de monocultures ou l'urbanisation. On retrouve également sur ce territoire la présence de sources énergétiques anciennes telles que des moulins qui nous montrent du coup, qui nous témoignent de l'évolution des sites énergétiques sur ce paysage. Pour définir le lien de corrélation entre l'énergie et le paysage, l'histoire des énergies sur le territoire. L'évolution de techniques d'énergie importantes pendant l'ère pré-industrielle, la révolution industrielle et l'après-guerre a bouleversé la morphologie du paysage. Cela est d'autant plus marquant sur le territoire Haute-Gironde, puisque depuis le XXe siècle, on observe le passage d'une polyculture à une monoculture, avec l'arrêt de l'utilisation de moulins et l'exportation du vin à l'étranger. Au début de transition apparaît avec le choc pétrolier de 1973 et à la réalisation de centrales nucléaires, permettant une indépendance énergétique ayant un impact différent dans le paysage, par les lignes électriques et les sites de production. Les schémas des courants territoriaux abordent l'énergie comme un thème central dans la planification de la transition énergétique sur le territoire. Les plans indiquent que la dépendance des énergies fossiles est très importante, puisqu'elle représente 3/4 de la consommation totale. Il entend sortir de son usage et souhaite utiliser davantage les énergies renouvelables. Seulement, il accuse un retard dans la production d'électricité renouvelable. Il souhaite appuyer le développement de l'énergie photovoltaïque. Les Scott expliquent qu'ils seront uniquement installés sur des aires naturelles ou agricoles. Il n'y a pas suffisamment d'espace artificialisé et que sans l'éolienne, les Scott ne pourra pas répondre aux attentes de production d'un air imposé. Donc, à travers ces recherches, on s'est aperçu qu'il y avait des limites au quantitatif tournées vers les outils technologiques. Et donc, notre démarche, elle entend inclure l'énergie à son paysage. Donc, vous le savez, l'énergie a ses inconvénients et ses avantages. Concernant les énergies renouvelables, par exemple sur l'éolien, on va devoir avoir besoin de hauteur pour capter l'énergie du vent, et pour exemple le solaire qui va devoir se déployer au sol pour capter l'énergie du soleil. Donc sur notre travail, au-delà de parler d'intégration paysagère, on souhaitait parler aussi de la sobriété comme un élément primordial dans la transition énergétique. Donc, pour illustrer ces propos, donc on a décidé d'employer un secteur pilote qui va s'étendre du marais de Brault-Saint-Louis avec la centrale nucléaire jusqu'au plateau forestier de Régnac. Donc on s'est appuyé sur les indications du SCOT, les ambitions nationales et les éléments du collectif Paysage après pétrole qui nous ont permis de distinguer 3 scénarios paysagers. Donc cette démarche-là, pour nous, elle était importante parce que c'était aussi permettre de représenter les paysages de la transition énergétique. Donc le premier scénario que nous avons établi, c'est celui du constat de l'accélération des énergies renouvelables sur le territoire par la pression des lois et des opérateurs du renouvelable sur les collectivités. Donc dans ce cas extrême, donc on va voir que les grands éléments paysagers comme le marais, la forêt, et les coteaux viticoles seraient altérés par l'intérêt premier de la production d'ENR. Le second scénario est celui de la décroissance et il favorise une utilisation responsable des ressources et une réduction drastique de la consommation pour contribuer à la préservation de l'environnement et à réduire les émissions de CO2. Cependant, il entraîne des répercussions sur les modes de vie, puisque le confort moderne qui est considéré comme acquis pourrait être bouleversé. Donc,
contrairement au scénario précédent, notre scénario tendanciel que nous avons nommé Paysage de l'énergie envisage l'avenir post-énergie fossile en présentant en préservant les richesses du territoire, tout en privilégiant le cadre de vie des habitants. Donc nous l'avons enrichi par des actions concrètes qui sont réalisables à l'échelle des collectivités locales, et donc certaines d'entre eux sont même déjà en action, mais on voulait quand même les nommer. Et donc ces actions sont séquencées sous 4 principes qui sont ancrés à la vie humaine. Donc en premier, la production, en second, l'alimentation, en troisième, les déplacements, et pour terminer, l'accompagnement des habitants. Tout d'abord, la notion de production, donc d'en produire de l'énergie. La notion de production énergétique responsable apparaît comme majeure dans une transition de modèle et doit être réfléchie dans son ensemble. Donc, par exemple, on peut parler de la production de la chaleur, donc grâce au bois énergie, qui serait géré donc on établirait un plan de gestion des forêts, des haies et des pieds de vigne pour alléger la pression qui est exercée par la filière bois-énergie sur la forêt de la Doubs. Ensuite, la partie produire de l'électricité. Donc en fait, on voudrait réexploiter les moulins pour que l'énergie hydraulique soit convertie en énergie électrique. Pour terminer, nous allons parler des ZAENR. Donc ce sont les zones d'accélération de l'énergie renouvelable. Et donc on voudrait proposer une stratégie qui permettrait de préserver et les entités paysagères en recensant tous les espaces déjà artificialisés et en proposant des cadastres accessibles au public et aux collectivités. La seconde partie qui est s'alimenter. Donc elle est clairement portée par le circuit court. Donc on voudrait encourager le circuit court puisqu'on constate une déprise agricole et donc mettre en place cela permettrait de retrouver un paysage varié, local et atypique pour atteindre une autonomie alimentaire qui est essentielle grâce à l'éco-pâturage et l'agroécologie. Simplement, juste pour dire sur la partie se déplacer, on voudrait juste mettre en place peut-être des itinéraires cyclables et favoriser les mobilités douces. Et aussi mettre en place le développement de chaussées doux. Et pour la partie habitée, on voudrait... pour la partie habitée, on voudrait... La conclusion. Okay. Pour la partie habitée, ce serait juste sensibiliser les personnes au fait d'utiliser des matériaux qui seraient locaux et mettre en place des cycles de médiation. Donc juste, je vais terminer par une conclusion générale, comme l'a demandé notre professeur, M. Moisset. Donc ces travaux sont le fruit de recherche, de dévouement et de propositions qui nous ont permis de vivre une expérience immersive, malgré les difficultés que nous avons pu traverser dans chacun des groupes. Donc nous tenons à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique pour leur intérêt, mais aussi remercier vous, invités et élus, pour l'intérêt que vous portez à écouter, à échanger durant cet après-midi. C'est une véritable chance de pouvoir vous avoir ici présent et qui porte nos travaux dans une autre dimension que seulement dans notre atelier de projet. Donc encore merci à vous et félicitations à tous les étudiants. Moi, je souhaite tout de suite vous remercier pour la patience que vous avez eue. C'est bon, tout le monde est là ? Qui souhaite entamer les hostilités ? Je vais parler de moi, évidemment, de tous les groupes, mais c'est vrai que j'étais très interpellé, je dirais, par le premier, qui est évidemment Habitant Blaye. Évidemment, de par, je veux dire, ma fonction d'adjoint, je dois revitaliser, essayer de revitaliser la ville.
Évidemment, vous avez pris les sites industriels du port, mais très vite, vous avez glissé, j'ai bien senti, sur quelque chose qui est très important pour la ville, c'est-à-dire le jardin public. Le jardin public que l'on souhaite effectivement redynamiser. Vous avez senti qu'il est bien placé, mais qu'il y a des choses à faire. Alors, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de ce qui peut se passer dans la ville, évidemment. Hein, mais j'ai bien senti, vous l'avez valorisé, vous avez ouvert. Tout ça, c'est nos soucis. Pour la petite histoire, nous, on a ouvert aussi sur la ville ancienne. C'est-à-dire que le jardin public est à côté de la ville ancienne où personne ne va. Et évidemment, nous, ce que l'on veut, c'est développer ce jardin public avec la ville ancienne qui est un peu abandonnée, mais vous avez bien senti que ce lieu était important, quoi. Hein. Bon, après, les solutions que vous avez proposées, il y a des impératifs, il y a le bac, il y a les voitures, il y a le bus. Maintenant, il y a le bus express qui part de là, justement, qui va sur Bordeaux. Donc, il y a des tas de données supplémentaires que vous n'avez pas, mais on voit bien que c'est le cœur. C'est pas le cœur de la ville, la citadelle, mais c'est un cœur actif. Hein, l'arrivée du bac, les lycéens parce qu'il y a quand même 2 lycées, les collèges, les lycéens qui descendent, qui se mettent là, c'est vraiment un cœur vivant. Mais donc c'est une approche que j'ai vraiment suivie de près parce que c'est vraiment notre souci. Sur le Marais, effectivement, ça aussi, c'est pour le groupe qui a abordé le Marais. Moi, j'ai un souvenir dans les années 80. Je travaillais à côté de la centrale de Brouy-Saint-Louis, puis il y avait les maïsiculteurs, là, pour les céréales, qui avaient d'immenses surfaces, sans un brin d'herbe. Parce que dans les années 80, je peux vous dire que les désherbants que l'on pouvait mettre, il y en avait des quantités énormes. Et puis les parcelles étaient... c'est-à-dire qu'on pompait l'eau, les agriculteurs pompaient l'eau et rejetaient ces eaux de drainage chargées de résidus de désherbants directement dans les canaux, et ça partait plus loin. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'herbe, hein. Il n'y avait pas d'herbe, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que vous avez mis le doigt sur un sujet important actuellement, parce qu'effectivement, le maïs ne paye pas. Le vin, moins. Bon, bref, effectivement, peut-être que l'évolution des marais va être quelque chose d'intéressant. Et quant au paysage de la Liven, oui, alors là, vous regroupez un petit peu les réflexions des premiers groupes sur le paysage, parce qu'effectivement, pour nous, on vit dans le pays. Vous avez vu qu'on a le paysage que l'on voit tous les jours. Mais effectivement, quand on est sur la façade de l'estuaire, effectivement, on va peu sur les terrains ou des bois, et ça peut nous intéresser d'aller, par exemple, on a envie de se promener le dimanche. Effectivement, peut-être qu'on peut aller voir sur la Liven, puis voir. J'ai vu une tour de surveillance pour voir, mais ça peut être intéressant pour nous, hein, habitants du secteur, parce qu'effectivement, le bois. Les bois, à part, on peut même plus aller chercher les champignons parce que les gens qui habitent le cru, ils ont déjà tout ramassé en se levant le matin à 6h du matin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, on n'y va plus. Mais là, donc, c'est intéressant, ces lieux de promenade. Et c'est vrai que l'eau, la Liven, c'est intéressant. En plus, ça peut donner du travail aux personnes. Enfin, tout ce qui est touristique, quoi. Hein. Voilà. Donc, il y a un lien à travers toutes vos études, à travers les bois, la Liven, tout ça. Et je reviens effectivement sur Blaye, c'est vrai que ça m'a bien intéressé, c'est certain. Voilà. Je poursuis donc. Alors, concernant le premier groupe de cette dernière session, pas beaucoup de commentaires, j'ai trouvé le travail intéressant. Et alors il m'a manqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez identifié, vous avez un cours d'eau qui se jette dans le port de Blaye, le Saugeron. Oui, mais alors j'attendais moi un projet de réouverture. Je ne sais pas si vous avez identifié les busées sur la fin. Alors d'ailleurs je profite de la présence de l'adjoint au maire pour lancer l'idée d'une éventuelle réouverture un jour. Et on est tout à fait partant pour mener le projet. Oui, parce qu'il est rétréci, le Saugeron est plus qu'à 1 mètre. Et sur la fin, en fait, il passe sous le parking en face de la citadelle. Donc voilà, dans le cadre de votre projet,
il aurait été intéressant de l'imaginer, mais je ne sais pas si vous l'aviez identifié. Oui. Ensuite, alors concernant le deuxième groupe, bon, j'ai trouvé la thématique audacieuse, peut-être un petit peu trop sur les exogènes. Le pari est quand même plutôt risqué parce que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais les espèces exotiques envahissantes, c'est l'une des principales causes d'érosion de la biodiversité dans le monde. Alors en faire la promotion, c'est assez provocateur. Donc, alors après, pourquoi pas, parce que le concept, je pense qu'il faut le nuancer. Il y a certaines espèces qui ne sont pas si problématiques que ça, mais attention, parce que certaines le sont réellement. Et donc, il ne s'agirait pas de faire la promotion des espèces exotiques envahissantes. Attention aussi, j'ai relevé, j'ai plus d'exemples concrets, mais sur la sémantique, il y avait quelques mots où vous tapiez un tout petit peu à côté. Voilà, sorti de ça, alors concernant le troisième groupe, donc sur la thématique de la Livenne, si je ne me trompe pas, il y a un point moi, qui m'a gêné. Alors après, dans les définitions, la présentation du projet, je trouvais ça intéressant. Ce qui m'a gêné, c'est finalement le titre et la notion de parc, où là, vous traitez plutôt d'un espace naturel, et le parc, pour moi, c'est vraiment une connotation espace vert, mais des années 80, et je trouve que ça fonctionne pas très bien sur un espace naturel. Donc c'est plutôt voilà, sur la sémantique et ce terme de parc, moi, qui m'a un peu gêné. Et le quatrième groupe, j'ai trouvé la prospective vraiment intéressante et d'actualité sur les propositions. Vraiment pertinent, mais c'est un sujet difficile, je pense notamment aux moulins à eau. Alors on pourrait vous opposer que c'est un sujet délicat parce que les moulins à eau, ça semble intéressant pour produire de l'énergie, sauf que nous, en tant que gestionnaire de cours d'eau, on a plutôt tendance à les faire disparaître parce que ça crée des obstacles à la continuité écologique. Donc après, il y a un choix à faire en fait entre l'écologie, la continuité écologique, le franchissement par les poissons et les sédiments et la production d'énergie. Mais comme quoi, le sujet est très, très, très complexe. Pareil, allez, je me fais les 4 groupes vite fait. Donc, j'ai bien aimé. Je me suis demandé la question si vous alliez parler de la fin des énergies fossiles. Je trouve ça bien qu'on ait parlé à la fin du je saute au dernier, hein, mais paysages de l'après-pétrole, des paysages sans énergie fossile sont pour moi les seuls qui valent le coup d'être explorés. Non, on ne parlera pas de la thèse de Buch maintenant. Le chemin de fer, quitte à mettre les pieds dans le plat, on aurait pu y aller à fond, c'est-à-dire à proposer sa réouverture. Hein. Ça, c'est un débat du territoire voilà, bon. Mais la question des mobilités, les chaussées-doux, là, on aurait pu pousser un peu mais même pour tous les groupes, hein, la question des mobilités a été finalement assez timidement abordée. Là, on aurait peut-être eu besoin de plus d'audace sur ce sujet-là parce qu'il est assez inextricable. Et on a des solutions un peu timides, je trouve, pour être suffisamment efficaces. Donc ça aurait été bien de la part d'étudiants d'y aller à fond. Et sinon, ouais, alors ça, c'est une réflexion personnelle, plutôt philosophique. Quand on me parle de transformer un lieu industriel en lieu culturel, ça me fait chier. Parce que je pense que faire ça, c'est le luxe d'une société qui importe beaucoup et qui dépend c'est-à-dire qu'on produit ce qu'on produit de manière industrielle, on le fait ailleurs et pas chez nous. Et nos industries, nos bâtiments, quand ils ont la chance d'être grands, d'être dimensionnés, d'être potentiellement déjà équipés, raccordés, accessibles, j'adore la culture, c'est pas le problème, mais déjà le travail, l'industrie, l'économie peut être raccordée. On peut connecter tous nos champs de la société, y compris le culturel. Mais on a besoin de relocaliser notre industrie. Alors peut-être pas d'une telle dimension et d'une telle frénésie et d'une telle surproduction, mais on a besoin d'outils et de bâtiments qui sont dimensionnés pour accueillir une production automatisée ou à la chaîne ou en quantité, en tout cas pour certains produits. Bon. Est-ce que je peux prendre la parole pour parler ?
attendre que la personne ait terminé et ensuite répondre de manière simple. Mais sinon, on en parle après. Hein. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant et voilà, je voulais juste lancer cette réflexion-là. Et ensuite, alors pour le deuxième groupe, effectivement, les paysages, je me pose la question à chaque fois de pouvons-nous nous permettre, avons-nous les moyens de devenir les prédateurs des espèces exogènes? Sommes-nous capables de fournir cet effort-là et d'arriver jusqu'à les éradiquer ou les endiguer? Est-ce que cet effort est vain? Est-ce qu'il est valable? C'est une question vraiment qui est difficile aussi à trancher, mais je suis contente qu'elle soit suggérée. Voilà. Mais ça pose aussi la question de comment on soutient l'immunité de nos écosystèmes d'une autre manière. Et je trouve ça important de se poser cette question-là. Pour l'autre groupe, le groupe 9, bon, c'est bien, hein. Moi c'est un travail tout en douceur, alors qui n'a pas l'éclat qui est pas très provocateur, mais pour le coup il n'y a plus qu'à signer en bas et moi j'aime bien. Voilà, on va faire des promenades sur les lignes de haute eau, bon, ça je trouve ça cool. Et ça veut dire que c'est un travail assez juste, assez fin, bon, avec un bon diagnostic. Et le groupe 10, ouais, bah oui. Paysage de sobriété, paysage de l'après-pétrole, c'est bien. Il faut y aller à fond. Voilà. Merci. Donc sur ces 4 groupes, je voudrais mettre en avant le fait qu'il y ait des approches thématiques et sectorielles des paysages, ce qu'on n'avait pas obligatoirement dans les autres présentations, le paysage industriel et le paysage de l'énergie. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des éléments marquants du territoire et c'est aussi la question de comment on accueille éventuellement les futures infrastructures demain, puisque le territoire candidate quand même à un deuxième EPR, un deuxième réacteur, enfin un deuxième site nucléaire. On a aussi la volonté politique de développer les énergies renouvelables sur le territoire, donc c'est comment on essaye de préserver, de conjuguer à la fois cette ambition de développement des énergies renouvelables, mais aussi de préservation de notre cadre de vie et de nos paysages. Donc ça, c'est des questions essentielles et l'équilibre n'est pas toujours évident à trouver. Sur la question, donc sur ces 2 thèmes, sur l'industrie, c'est vrai que vous ne l'avez pas trop abordé sous l'angle des activités présentes et des contraintes d'activité. Je pense que c'est important. Et si on regarde dans l'histoire de Blaye, il y a des éléments qui expliquent pourquoi certains bâtiments peuvent vous apparaître comme abandonnés, sans vie. C'est tout simplement parce qu'il y a 20 ans, il y a eu une explosion des silos qui a fait des morts à Blaye et qu'il y a une zone de protection en fait. Et les bâtiments ne peuvent plus être occupés. Et donc ça pose la question aussi de l'intégration et du lien entre la ville et le port, entre les projets qui sont envisagés par la municipalité, notamment avec Neptune, et les projets qui sont en cours, comme l'évoquait monsieur l'adjoint. Il y a des projets de mobilité douce, il y a des projets de plan chaudrome dans le parc, donc de réinvestissement du parc par la population, les jeunes. Donc c'est toujours intéressant quand alors plutôt dans une optique professionnelle, pas obligatoirement dans votre exercice aujourd'hui, mais de s'intéresser aux réflexions en cours pour les intégrer ou éventuellement faire des contre-propositions. Voilà. Donc sur cet aspect-là, la question de la mobilité, c'est vraiment sur cette portion de Blaye est vraiment intéressante à traiter. Elle est vraiment difficile à traiter. Les élus de Blaye y réfléchissent, je sais, mais c'est pas simple. De par la proximité entre le tissu urbain très dense de la ville et le port, les infrastructures étant pas très larges, donc ça pose la question des cheminements, de leur intégration. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire en fait. Oui. Oui, et puis le lien avec la citadelle aurait été intéressant à développer aussi, sachant qu'il y a un projet. Enfin, c'est plus un projet, c'est effectif, mais il y a une réouverture du pied de la citadelle et du cheminement le long de la citadelle
Il aurait été intéressant d'envisager la jonction avec cet élément, par exemple, pour créer une continuité le long de l'estuaire, sachant que ça donne une autre perspective, un autre panorama sur l'estuaire qui est assez valorisant, je trouve, depuis la réouverture de ce cheminement. Voilà. Sur les énergies, j'ai trouvé que vous êtes, alors c'est peut-être votre choix de groupe, mais vous êtes vachement élargi en termes de perspective de projet. Et pratiquement, on avait le projet de Scott, quoi. L'alimentation locale, les mobilités, l'urbanisme. J'aurais aimé que vous développiez en fait les paysages énergétiques selon différents aspects. Vous aviez identifié un certain nombre d'éléments de paysage. Il y avait la centrale nucléaire, mais vous avez parlé des pylônes, vous avez parlé des centrales au sol. Demain, éventuellement l'agrivoltaïsme sur le territoire. J'aurais aimé que vous développiez plutôt des paysages, des approches paysagères sur ces éléments-là, un peu plus peut-être comment dire, un peu plus recentré sur des sites, quoi, et pas ouvrir sur des perspectives assez larges et qu'on aborde tous dans nos stratégies générales. Voilà. Pour autant. Alors, dans le cadre de l'étude de planification du développement des énergies renouvelables qu'on a réalisée sur le territoire, c'est vrai qu'on est un peu méchant. On a fait une approche paysagère avec M. Valérie Brandella, que vous devez connaître, qui doit être prof, je crois, à l'école. Mais on l'a gardé pour nous. Donc, vous n'avez pas pu... J'ai vu qu'il y avait des éléments qui étaient issus des études qu'on avait pu faire, de ce qu'on avait mis sur le site internet, mais pour l'instant, on l'a gardé pour nous, tout simplement parce que c'est des éléments qu'on a travaillé avec les comités de communes dans le cadre de leur PLUH, et que tant que ce n'est pas concrètement traduit dans les documents d'urbanisme, c'est difficile à communiquer. Donc l'approche paysagère, on l'a eu dans le cadre de nos réflexions déjà, notamment par rapport aux questions de centrales au sol, photovoltaïques, parce que les vannes vont vite s'ouvrir, et on craint que s'il y a un mouvement de fond, de masse, ça sera compliqué à dire non à certains projets alors qu'ils correspondent très précisément aux conditions fixées par la loi. Mais pour autant, on n'élude pas la question, et donc on a cette approche paysagère qu'on a traduit aussi dans une charte de co-développement qu'on souhaite signer avec les futurs opérateurs de centrales au sol sur le territoire, qui définit un peu des curseurs et des points de vigilance à avoir pour nos élus lorsqu'ils ont des dialogues à avoir avec les opérateurs sur les grandes questions à se poser à chaque phase du projet. Et notamment les questions d'intégration paysagère en remettant les principes d'aménagement pour éviter qu'on ait des projets qui soient monoblocs, qui ne soient pas intégrés dans le maillage paysager du territoire. Voilà, donc des choses comme ça. Donc voilà pour ces deux groupes. Sur le groupe paysage de la Livenne, ben, j'ai pas grand chose à dire. Je suis d'accord, c'est bien, c'est intéressant de développer des sentiers de découverte des zones humides, des cours d'eau. Vous avez beaucoup parlé, je crois que c'est ce groupe-là qui a beaucoup parlé d'épaisseur, mais sans vraiment parler de ripisylve et de végétation. C'est un peu dommage quand on parle. Enfin, vous l'avez évoqué, mais plutôt sur des grands paysages et pas obligatoirement en proximité avec les cours d'eau. Alors nous, je vous l'avais déjà dit, je crois, quand on s'était vu, lorsqu'on a fait le diagnostic du SCOT, on a vraiment mis en avant le binôme cours d'eau ripisylve en termes de protection et de système, d'écosystème pour à la fois la faune, la flore, la biodiversité, même au-delà. Et ensuite, bah, j'étais un peu surpris par l'approche du groupe 8, parce que ça va à l'encontre un peu de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on... Voilà. Parce que moi, étant originaire de la Loire-Atlantique et du parc naturel régional de la Brière, autant vous dire que les crevisses, on en entend parler depuis 20 ou 30 ans, quoi, voire même plus. Et donc c'est pour ça que ça va un peu à l'encontre. Pourquoi pas, c'est, comme le disait Sébastien, c'est un peu provoquant. Mais bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais pourquoi pas, voilà. Bravo à tout le monde. Et juste une remarque globale par rapport à l'année dernière, je trouve que vous n'avez pas fait assez parler les habitants, comme vous l'avez évoqué. Parce que
pour avoir eu votre cheminement en termes d'exercice pédagogique, il y avait la rencontre avec les habitants. Or, aujourd'hui, la rencontre avec les habitants, on n'a pas trop vu, à part la petite fille qui a identifié un moulin, dans le groupe 2, je crois. Autrement, bon, on n'a pas entendu parler des viticulteurs, on n'a pas trop entendu parler des chasseurs, on n'a pas trop entendu les habitants. Voilà. Ni les forestiers, ni les propriétaires forestiers, donc voilà, c'est un peu dommage. Je voulais juste rebondir sur l'intervention du directeur du SCOT. Oui, c'était par rapport à la relocalisation de l'industrie. Justement, on y avait pensé et on voulait juste faire sortir les silos justement de la zone parce que là, ils contiennent du bitume liquide et c'était pour que après le reste de la zone industrielle se spécialise dans les céréales pour que ça lui donne un avantage par rapport aux autres ports de l'estuaire. Et voilà, c'était pour ça. Mais après, votre remarque est tout à fait juste. J'ai pas compris si la raffinerie elle restait ou pas. À Blaye, c'est pas la raffinerie. Alors les silos, ce sont des grains, c'est des céréales, hein. Oui. Mais à côté, il y a des genres de citernes là, qui tiennent effectivement du bitume liquide. Hein. Oui, oui. Oui. Mais les silos, la majorité, c'est des céréales. Hein. Et donc, par rapport à la thématique de l'énergie, on voulait vraiment appuyer sur cet axe transversal avec différentes thématiques parce que la sobriété nous l'impose et par définition elle-même. Parce que la sobriété, c'est des mesures, mais c'est aussi des changements de comportement en tant qu'être humain. Et donc, on ne pouvait pas juste se limiter à parler de production d'énergie ou à de l'intégration d'énergie. Et justement, par rapport à diffuser les énergies renouvelables, on ne change pas en fait nos comportements en termes énergétiques. Et on se rassure en se disant on plante du renouvelable, etc. Mais on ne change à aucun moment nos comportements en tant que consommateurs, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et aussi, je voulais rebondir sur le fait que l'agrivoltaïsme, ça peut être une porte de sortie, mais il va y avoir aussi des répercussions par rapport au fait que ça peut nuire à des qualités paysagères, etc., que vous prenez aussi dans le SCOT, quoi. Voilà. Alors en fait, c'est votre choix d'avoir voulu élargir. Moi, j'aurais été intéressé par une approche plus restrictive. Mais voilà. Et oui, effectivement, tout le SCOT, en fait, tout le schéma de cohérence territoriale est un projet complètement différent des modes de développement qu'on a eu depuis 20 ou 30 ans sur le territoire. Donc on prend le contre-pied total. Et effectivement, aujourd'hui, notre rôle en tant que syndicat mixte de SCOT, c'est d'accompagner les élus, les acteurs et les habitants à changer nos modes de vie et nos modes d'aménager. Et c'est vraiment le sens du SCOT et ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, dans le projet énergétique, vous ne l'avez pas dit, mais on prévoit effectivement, on a un objectif d'augmentation de la production d'énergie renouvelable, mais aussi on a un objectif de réduction importante de la consommation d'énergie. Donc voilà, donc c'est aussi ça le changement de comportement, quoi. Et après, bien sûr, il y a d'autres projets qui sont portés à l'échelle du territoire, comme le projet alimentaire territorial, qui contribuent à relocaliser de la production alimentaire, nourricière sur le territoire. Ouais. Enfin, les mobilités douces, les mobilités électriques, enfin tout ce que vous voulez. Et aussi, dernière petite chose, je parle beaucoup, désolé, mais par rapport au déplacement aussi sur nos actions. Bon, c'est pareil, hein, comme on a fait quelque chose de très transversal, c'était difficile d'être assez ambitieux sur ces actions-là. Et par rapport au déplacement, en fait, on trouvait que le Chaussy-Doux était assez pertinent parce que c'était un moyen peu onéreux pour des collectivités rurales de développer les mobilités douces, notamment du coup les cyclistes et le cyclotourisme. Et aussi, ça permet, dans un autre temps, de réduire des pratiques routières où on circule vite, etc. Donc c'est vraiment tout un changement de mentalité au-delà de la piste cyclable séparée de la chaussée, quoi. Du coup, je trouve qu'effectivement, en plus, il va être mis en place dans certaines communes. Donc, je trouve que c'est un moyen raisonnable. J'aime bien quand les étudiants ne sont pas raisonnables. Les trucs raisonnables, nous, on y pense, et après, vous pensez aux trucs un peu... Pour votre information, du coup, la communauté commune de Blaye vient juste de valider son plan vélo.
Et donc, il y a des premiers projets qui ont été réalisés, notamment pour faire la liaison entre la commune de Berson, le village de Berson, avec la ligne de car express. Il y a un premier exemple de Chaussy-Doux qui vient d'être créé par le département, puisque c'est sur une route départementale, sur le territoire. Mais c'est encore tout récent et le plan de développement va se faire sur des dizaines d'années. Mais l'objectif, effectivement, c'est de relier tous les villages entre eux. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelques axes structurants, notamment l'axe esturien, pour à la fois que les habitants puissent avoir des espaces de loisirs et de mobilité de loisirs, et puis pour les touristes. Et comme nous sommes très raisonnables, c'est vrai qu'on a privilégié les Chaussy-Doux. Il y a une quantité importante, moi je n'ai pas le chiffre, mais qui en campagne, c'est ce qui a été privilégié, parce qu'effectivement, d'abord le coût est raisonnable. Voilà. Après, on n'aura pas les moyens, difficilement, de réaliser tout ce que l'on voudrait faire. Hein. Ouais, des infrastructures en site propre, c'est un peu plus compliqué pour les finances publiques des petites communes. Mais par contre, on peut adapter la voirie pour permettre des mobilités partagées entre les voitures et les vélos, voire même les pédestres, les personnes à pied. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur justement la notion de parc qui était dérangeante. Et c'est intéressant parce qu'on y a aussi réfléchi où vraiment notre approche n'était pas de dire exactement de concevoir la Liven justement comme un espace vert qui est enfermé dans un espace urbain. Et donc ce qu'on a voulu faire en sorte, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que en fait, elle n'est pas délimitée par des frontières physiques, elle n'est pas marquée par un sentier qui va, on va dire, qui va être continu, qui va être... là, il y a un chemin, par exemple, rouge, et il est tout le long, mais c'est vraiment dans la subtilité et dans la manière où, en fait, elle va s'adapter au paysage que ça va être justement un parc, mais qui ne va pas être un parc d'un espace vert, qui va vraiment être un parc paysager qui n'a pas de frontières physiques, mais qui offre une continuité, qui offre justement une limite, mais qui est plus spirituelle, qui est plus sensible. Et donc c'est dans cela qu'on a utilisé la notion de parc, mais pas dans sa fonction de délimitation pure, mais plutôt de balade spirituelle et sensible et contemplative. Donc merci. C'est fini. Voilà, ça marque la fin de cet après-midi de présentation. Je voulais tous vous remercier pour être venus assister aux travaux des étudiants. Il y a eu beaucoup de stress pour la préparation de ces oraux. Je ne le cache pas, mais je pense que c'était aussi important pour eux de témoigner de ce semestre de travail auprès de personnes du territoire. Ils ont rencontré des habitants, mais c'est vrai que notre personne ressource locale a été occupée sur d'autres missions ces derniers mois, et donc du coup peut-être que ça se sent un peu moins que d'habitude. Mais oui, évidemment le cœur de l'atelier et de l'exercice pédagogique, c'est effectivement de faire le lien entre l'approche paysagère des étudiants et puis les personnes et les habitants de toute nature. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir assisté, d'avoir pris le temps de venir assister aux présentations des étudiants. Et merci aux étudiants, notamment je pense aux étudiants étrangers qui ont fait aussi un gros effort pour parler français. Voilà, et on va exprimer. Les étudiants français aussi. Et les étudiants français aussi, j'ai fait un effort pour parler français. Donc merci à tous.